Bonjour à tous. Nous allons ce matin discuter de la situation des morgues publiques remplies à craquer de cadavres depuis des lustres. Et c'est le procureur qui doit nous lancer un ultimatum, notamment aux populations des départements du Mono et du Koufou, afin que celles qui ont des parents à la morgue au niveau du centre hospitalier départemental puissent les retirer pour leur éviter la fosse commune. Nous essayerons de comprendre et analyserons la mise en œuvre du décret portant organisation de funérailles en République du Bénin, pris par Patrice Talon il y a quelques mois seulement. Trois invités ce matin à faire défiler sur Actu Matin. Fousseni Tanko Banakoroji, écrivain et lauréat du Grand Prix littéraire catégorie auteur d'œuvres de fiction pour l'édition 2024. Avec lui, nous allons essayer de découvrir le contenu de l'ouvrage qui lui a valu ce prix-là. Puis nous lui poserons deux questions sur sa carrière d'écrivain déjà couronné. Pour la troisième invitée, je vous la présente tout à l'heure. N'oubliez surtout pas, c'est mardi aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Esther Tofa qui va vous parler des maladies en lien avec la saison pluvieuse et les précautions à prendre pour protéger les enfants. Bienvenue à tous. C'est la une des journaux. Ça commence par Fraternité sur Canal 3 à Bénin. Et ce matin, le journal de Ménotin a mis en manchette visite à la GDZ, aux logements sociaux de Rouedo et au Chic, et s'efface au glow des hommages à la vision de Patrice Talon. Réchauffement climatique, l'Afrique victime collatérale d'une pollution mondiale. Le dossier de la rédaction est allé dans les colonnes du journal. Mise à jour des 6 mots Bénin, le syndrome retard, toujours intact, des abonnés pris à leur propre piège. Le matinal gestion de l'énergie au Bénin, des errements au pragmatisme. Nous passons à Maté Libre, désignation des duos pour la présidentielle. Mouvance et opposition se fourvoient. Dynamisme Info, duo commun avec le pouvoir en 2026, l'éventualité à laquelle le parti Les Démocrates doit se soustraire. Décryptage Info, inclusion financière des femmes, le classement des pays africains en 2026 selon l'A7. Et puis le grand jury pour nous parler un peu des activités du bloc républicain, notamment au sujet de la journée internationale des droits de la femme en différé. Donc c'était samedi, le bloc républicain célèbre les femmes à Révier. L'économiste entretient avec Claude Oona. La SFI travaille pour améliorer l'accès au crédit des PME. Nous sommes avec la nation. En finances publiques, le Bénin se démarque par sa discipline budgétaire. Dabarou, braquage à Wessé, un mort et près de 600 000 emportés à Odo, à Kaba. Les indépendants pour une pleine révélation de son talent, oser vaincre ou la passion pour la bande dessinée. Et puis la cime de l'information, développement routier, la BOAD, soutient les travaux de dédoublement de l'axe Ouida et lac Conti au Bénin. L'informateur, visite de certaines infrastructures réalisées par Talon, Soglo dans une sage démarche. Nous voici à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Visite à la GDZ, au logement social de Rouedo et Chic. Les efforts au glow, des hommages à la vision de Patrice Talon. Réchauffement climatique, l'Afrique victime collatérale d'une pollution mondiale. Vous avez allé le dossier de la rédaction dans les colonnes du journal. Et puis, mise à jour des 6 mots Bénin, le syndrome retard toujours intact, des abonnés pris à leur propre piège. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va passer à l'acte 2. Ce sera le bulletin de l'information. Et voici les titres précisément. Vous aurez à suivre dans le bulletin d'Ingrid dès tout à l'heure les images de la célébration du Ramadan. Une fête qui intervient cette année après 29 jours de jeûne et de prière. Nous allons ensemble faire le tour de quelques mosquées et places Idi pour faire vivre les moments forts de cette fête célébrée. C'était donc dimanche. On vous dira aussi deux mots au sujet du retard. Le phénomène s'observe de plus en plus dans la société et influe non seulement sur le travail, mais également sur les relations interpersonnelles. Quelles en sont les causes et comment y remédier? Vous restez sur place. Le bulletin d'Ingrid et Dev vous en dira un peu plus. Voici justement l'édition du journal sur Actu Matin. C'était avant-hier, notamment dimanche, mais on en parle encore dans ce bulletin d'information. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy. Après un mois de privation, les musulmans de la cité de Nanto ont bien sacrifié à la grande prière de fin de Ramadan.
Oui, Tanguy, ils étaient à la grande place Idi de la mosquée centrale de Natitengou pour rendre grâce à Allah, les temps forts de cette prière avec Alassane Aruna. C'est cette prière en 2 rakats qui vient couronner les 29 jours de jeûne chez les fidèles musulmans de Natitengo. Mobilisés comme un seul homme autour de l'imam central de la ville, El Hadj Nouroudine Sani, dans cet espace consacré à la prière de l'Aïd el-Fitr, ces fidèles musulmans sont venus rendre grâce à Allah qui leur a permis de passer ce mois béni de Ramadan. Juste après ces 2 unités de prière, place au serment de l'imam, un serment dans lequel l'homme de Dieu a prié pour toute la nation et pour son chef, avant d'exhorter chaque chef de famille à inculquer de bonnes valeurs à sa progéniture. Aux fidèles, créés à Allah, le plus exalté, remerciez-le pour le bien qu'il vous a offert en abondance. Parmi ces biens, les enfants que vous avez devant vous, si vous ne les avez pas donné une très bonne éducation, donc vous allez avoir les enfants qui vont toujours vous créer des problèmes. Et pour avoir passé sans anicroche 4 semaines de privation de tout genre, fidèles musulmans et autorités s'en réjouissent. Et c'est heureux que nous nous retrouvions ici ce matin à la mosquée Idi de Natitengou pour rendre grâce à Dieu de nous avoir permis de franchir cette étape de 30 jours. Et personnellement, en tout cas, je suis très heureux. On remercie le Seigneur, le Tout-Puissant, d'avoir nous accordé la santé. Et puis on a pu faire les 30 jours de jeûne, sains et saufs. On demande à notre Seigneur qu'il bénisse tous les aumônes et les sacrifices qu'on a eu à faire. Nous avons suivi le message de son éminence, l'imam central de Natitengou, qui a prié pour la paix. Il a prié pour l'autorité, les autorités, en l'occurrence le chef de l'État. Nous célébrons cette fête du Ramadan avec beaucoup de compassion. Cette randonnée spirituelle s'est achevée sur des recommandations faites aux jeunes sur l'interdiction de la consommation d'alcool et les excès de vitesse sur la route. Ramadan toujours, je vous emmène à présent dans le département du Zou à Abomey. Précisément ici, les festivités ont été précédées du grand moment d'action de grâce et d'invocation d'Allah. Imet Hélène Amonso pour plus de précision. À la place Idi d'Abomey ce dimanche, c'est la grande affluence. Les disciples de Mahomet se sont retrouvés pour une fois encore implorer le Tout-Puissant. Cette prière vient lancer les réjouissances de l'Aïd el-Fitr. Après 30 jours de privations diverses et de méditation, les fidèles musulmans expriment ici leur reconnaissance à Allah le miséricordieux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous rendons grâce à Dieu d'abord parce que nous avons fait 30 jours de jeûne et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Et je demande à ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout que Dieu leur donne la foi de se racheter. Saisissant l'occasion, la communauté a prié pour le peuple, de même que les gouvernants. Les vœux ont été formulés pour le bien-être de tous. Mais avant, dans son sermon, l'imam a particulièrement invité chacun à la culture du pardon et de la tolérance. Le pardon, quelles que soient les conditions, il faut pardonner quand même. Parce que c'est ça, c'est sur le pardon que repose tout le reste. C'était notre message. On a parlé beaucoup de pardon et lorsqu'on est brimé, n'importe comment il faut pardonner. C'est le pardon. Rien que le pardon. S'il n'y a pas le pardon, rien ne peut marcher. Et je profite de votre micro pour remercier le chef de l'État, Patrice Talon, qui a tout fait pour réconcilier les frères musulmans de la grande mosquée de Porto-Novo. Cela veut dire que nous avons un chef d'État
qui est à l'écoute du peuple. Pendant la période de jeûne, les fidèles ont observé diverses règles qui doivent être perpétuées, a rappelé l'imam. El Hadj Ilia Sounondi Chao a précisé que certaines habitudes et attitudes doivent caractériser le bon musulman qui ne doit au grand jamais s'en détourner au risque d'impacter négativement son entourage. À l'instar des fidèles musulmans des autres localités du Bénin, ceux de la ville Carrefour ont aussi célébré le Ramadan. Les festivités ont démarré comme à l'accoutumée par la grande prière à la place Idi. Autorités communales et bien de personnalités y ont pris part. L'imam, dans son prêche, a invité la communauté à la culture de la paix. On retrouve Ymet Hélène Amonso. Le jeûne du mois de Ramadan s'est achevé à Boïkon. Musulmans des 4 coins de la ville ont rallié ce dimanche matin la place Idi. Ensemble, ils ont prié et invoqué Allah, le Tout-Puissant. Cette grande prière qui marque le début des festivités de l'Aïd el-Fitr a aussi été pour eux l'occasion d'exprimer leur reconnaissance envers Dieu pour les avoir gardés et permis de passer sans grande difficulté ces 30 derniers jours. C'est le mois d'excellence de rémission des péchés. Donc, nous demandons le pardon puisque nous sommes, en tant qu'êtres vivants, nous sommes des éternels pécheurs. Donc, nous prions, nous avons prié pour le pays, pour nous, pour la famille en général. 30 jours, vous êtes en communion avec Dieu Tout-Puissant et on se sent très à l'aise, on se sent léger, on se sent purifié. Ce n'est qu'un plaisir pour nous que le Dieu nous ait permis de faire ces 30 jours de jeûne et qu'on le termine comme ça, alhamdoulilah. À ce grand rendez-vous d'action de grâce, nombreux y ont pris part. Dans la foule, on pouvait remarquer la présence de plusieurs personnalités. Le maire de la ville Carrefour et certains membres du conseil communal étaient également aux côtés de la communauté musulmane. Moi, j'ai vécu intimement avec cette religion qui est une religion de paix. Je dis bien de paix, qui prône la paix, qui proclame la paix, qui vit la paix, qui prêche la paix. Alors vous doutez bien que lorsqu'il s'agit des musulmans, je me dois d'être là. Toute la communauté Boïkonois se doit d'être là. Moi, je suis heureux de se vivre ensemble, c'est formidable. C'est ça aussi, être croyant et avoir la crainte de Dieu. Je suis heureux de voir que dans ce pays, musulmans, catholiques, protestants, animistes puissent être dans leur foi et en bonne communion. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Et je crois que c'est ce qu'il faut garder dans notre pays, cette tolérance, cet amour dans nos prochains. Ce rassemblement du lendemain de la rupture du jeûne cette année a été pour l'imam le moment propice d'inviter l'assistance à la culture de la tolérance et l'unité. Dans son prêche, El Hadj Idriss Boukari a rappelé l'importance de la prière. Il a convié les Béninois à prier constamment pour la nation et les dirigeants. Tous les dirigeants, ils vont prier pour eux. Parce qu'ils sont là pour nous. Il n'est pas bon de dire de mauvaises choses sous les dirigeants. Il faut prier pour eux. Avant de congédier l'Assemblée pour le festin, l'imam a aussi évoqué les bienfaits du jeûne. Les fidèles ont été incités à maintenir les bonnes habitudes afin de bénéficier pleinement des grâces d'Allah. Autre volet de l'actualité à présent, le retard, qu'il soit professionnel, scolaire ou dans tout autre domaine, est un fléau qui touche de nombreuses personnes au quotidien, un phénomène qui peut avoir des répercussions importantes sur la productivité, les relations interpersonnelles et le bien-être individuel. À travers ce reportage, nous vous proposons quelques mesures pour combattre le mal. Le retard, un phénomène qui touche tous les aspects de notre quotidien, est un mal souvent sous-estimé, mais aux conséquences multiples. Que ce soit dans le cadre professionnel, scolaire ou personnel, il ne se limite pas à un simple décalage horaire. Il peut en réalité être le reflet de nombreux facteurs de la mauvaise gestion du temps. L'année dernière, j'avais une manipulation au niveau de trucs là, au niveau de la face. C'est-à-dire je vais aller manipuler au laboratoire. Donc je disais, je vais quitter la maison à 7h30. Or, j'avais le TP à 8h. Donc, je me disais, de 7h30 à 8h, ça fait un intervalle de 30 minutes. Donc, je puisse y atteindre déjà la destination. Donc, vu tout ça là, bon, je restais à la maison et je ne me pressais pas. Donc,
Rapidement, je suis sur la voie où il est 8h. Or, le TP doit commencer à 8h00. Donc, je me suis couru, j'ai fait tout et je suis venu. Mais les laborantins m'ont dit que c'est désolé, qu'ils n'ont plus d'autres choses à me faire que de revenir l'année prochaine. Le retard est négativement perçu dans de nombreux contextes et surtout du point de vue social. C'est tellement intégré dans nos comportements, dans nos pratiques, dans nos vies sociales que beaucoup se demandent, mais si on ne peut pas, ou si c'est le Béninois qui est né comme ça, ou si c'est l'Africain qui est né comme ça. Donc cela traduit un peu la perception a posteriori négative, mais qui se traduit par une sorte de perception positive parce que, comme l'a dit l'autre, une habitude qui devient répétitive devient une sorte de réalité, ça devient un comportement acceptable par la société. Je ne dis pas que le retard est accepté, non. Mais quand vous voyez le nombre de personnes qui adoptent le retard comme attitude aujourd'hui, on est en droit de se dire si cela n'est pas devenu aussi un comportement ou si cela n'est pas aussi intégré dans notre vie sociale. Il n'y a pas de raison favorable, il n'y a pas de raison valide. Si ce n'est pas une sorte de négligence. Dans un monde où chaque minute compte, mettre en place des solutions efficaces pour combattre ce phénomène devient essentiel. Tout individu connaît une période d'apprentissage. Les astuces, c'est au niveau de nos enfants. À l'école déjà, il faut tout faire pour les amener à être à l'heure. Amener un enfant à être à l'heure à l'école, c'est que tout faire pour qu'il dorme vite, pour vite se réveiller. Donc il faut programmer nos enfants à ne pas être en retard. C'est très important. Quand l'enfant est programmé à être à l'heure, le principe de ponctualité sera une réalité. Lorsque vous avez un emploi du temps, lorsque vous savez ce que vous voulez faire à chaque moment de la journée, ça vous évite de venir en retard parce que vous allez prendre des dispositions, vous allez anticiper sur le fait que je vais peut-être à Akpakpa, je suis à Godomé, il y a un risque d'embouteillage, je vais vite quitter la maison. Sur le plan professionnel, un retard répétitif peut nuire à la réputation d'une personne. Dans un cadre scolaire, le retard régulier d'un élève au cours affecte ses résultats. Au niveau personnel, un retard récurrent peut engendrer du stress, de la frustration et même des conflits dans les relations sociales. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. On se retrouve donc demain pour partager le reste de l'actualité Tanguy. Merci beaucoup à vous Ingrid pour la présentation du bulletin d'information. Bonne journée. Merci, pareil à vous. Mesdames et messieurs, on va commencer à recevoir nos invités. Voici le tout premier. Je dois vous rappeler que lors de nos débats, on va aborder la question donc de la gestion des banques publiques qui sont pleines à craquer. On va essayer de comprendre quelles sont les raisons et surtout ce qui oblige finalement le procureur de la République à décider des enterrements groupés. Mais on n'en est pas encore là. On va commencer par notre premier invité, Dr Raymond Assoba, spécialiste de la biologie, enseignant-chercheur au département de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour Dr Assoba. Bonjour M. Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Nous allons avec vous échanger au sujet du concept de la biologie et surtout de la cabine Rose Smart, start-up du campus de biologie que vous aviez mis en place dernièrement. Alors, rapidement un rappel, c'est quoi la biologie? La biologie, tout simplement, c'est un concept inventé par le professeur Akubokossi Jean-Marie et dont je suis l'inventeur du contenu et donc tout simplement étudie les existences dans le vaudou pour parler court. Alors quand on entend beau, nous on a peur, hein? Ça fait gris-gris, ça fait basse, ça fait beaucoup de négativité. Oui, il faut dire que beau, c'est le mot qui a fait peur aux missionnaires et puis aux étrangers. Et donc on a pris beau pour stigmatiser le Béninois. Et donc lui, professeur Akovo, il s'est attelé à étudier le contenu du beau, donc dans sa variante en fait de l'ajout des règnes minéraux, végétales, animales et humaines pour justement en fait résoudre des problèmes. Alors lorsque moi je suis venu maintenant pour continuer la tâche, j'ai découvert que en fait aujourd'hui il y a 5 facettes en fait du vaudou. Ah oui? Vous avez le fa, vous avez les vaudous, vous avez amants, vous avez les beaux maintenant et puis vous avez les hoho. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de beaux, en fait, c'est le domaine de la balistique, la science des armes. Et donc, il y a des armes pour se protéger en termes de prévention. Il y en a en fait pour attaquer, il y en a aussi. pour défendre. J'ai l'impression que c'est surtout pour attaquer
les armes pour attaquer qu'on a suffisamment développées. Oh, ben, tu vois, aujourd'hui, on parle de la guerre d'Ukraine. Dans les Occidentaux, on pris le côté destructif et pour faire peur. Or, dans le vaudou, en fait, nous utilisons le plus simplement ce qu'on appelle l'environnement. Donc, nous sommes dans une situation d'utiliser ce que nous avons, ce que nos ancêtres nous ont légué comme des variables de phase de développement. C'est-à-dire, dans l'évolution des sociétés, des hommes et des individus, il y a des connaissances relatives à l'environnement que eux, ils ont déjà élaborées. Donc aujourd'hui, au niveau du laboratoire de biologie et de l'intégral du développement, nous mettons l'accent sur les biotechnologies. Donc qui sont des connaissances qui créent de la plus-value que nos ancêtres ont utilisées pour créer des marchés, pour construire et donc aussi pour organiser la vie sociale avec une certaine hiérarchie des valeurs. On nous a refusé, enfin on lui a dénié une certaine logique, une certaine rationalité. Oui, surtout c'est là, la rationalité. Et donc aujourd'hui, nous promouvons la rationalité du vaudou contre la rationalité en fait cartésienne qui dénie la possibilité aux pays africains d'être en fait phase développés. Et donc dans cette situation, vous comprenez que le monde a changé aujourd'hui. Avec l'élection de Trump, il dit America First. Et les Européens aujourd'hui, vous voyez, cherchent à continuer la guerre. Or, avec le vaudou, nos ancêtres ont devancé les concepts de tolérance, de paix, de guerre, etc. Donc, il nous revient aujourd'hui, en fait, d'utiliser le phase développement et les vaudous pour recouvrir les dégâts que les Occidentaux ont créés en Afrique et recouvrer maintenant la suprématie du vaudou comme un État militaire et puis un État aussi économique et culturel. Vous avez dernièrement pensé à une cabine Rose Startup du campus de la biologie. C'est quoi ça? Alors, il faut dire que vous avez aujourd'hui, nous sommes dans une situation de récession où les jeunes ne se retrouvent pas avec toutes ces valeurs qu'on a intégrées dans la société africaine. Et beaucoup ne connaissent pas leur village. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se stabiliser au niveau d'une femme, ou bien les femmes qui n'arrivent pas à se stabiliser au niveau d'un homme. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent entreprendre et qui sont perturbés parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le domaine de définition de leur existence. Et donc aujourd'hui, avec les produits Alogor, nous venons vendre donc à la population béninoise en fait les services au vaudouno. Nous avons travaillé avec eux et vous retrouvez au moins 5 catégories. Vous avez les Bokono, vous avez les Vaudouno, vous avez les Huno, vous avez les Amano, vous avez les Bouteurs, vous avez les Hoto d'Aho, les Hono d'Aho. Donc, ces gens-là ont des expertises. Mais il y a des gens qui sont déçus des charlatans, comme on dit. Il y a les jeunes qui ont peur. Ils savent que les valeurs que leurs parents leur ont inculquées à travers les religions ne leur permettent pas de s'adapter au monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui veulent partir avec ce qu'on découvre en Occident et la traite des Noirs au nord de l'Afrique. Il faut pouvoir maintenant en fait rassurer la jeunesse. Il faut rassurer la jeunesse béninoise et africaine et leur apprendre qu'il y a des instruments que nos ancêtres ont déjà élaborés. Donc nous venons maintenant donc à ceux-là dans un marché, sur un marché économique, leur vendre les services aux vaudounos. Et donc pour le faire, ceux qui veulent qu'on fasse, c'est-à-dire ceux qui veulent connaître leur avenir, nous avons la possibilité donc de leur indiquer des bokonos qui ne sont pas des charlatans. De la consultation carrément à ciel ouvert. On a bien l'impression, en tout cas quand on suit un peu vos explications, qu'on est face, je dois dire, à un développement herméneutique un peu fermé, en tout cas ceux qui ne sont pas initiés. Il faut s'initier d'abord. Hein. Non, mais il faut dire que ce que nous disons ici, la personnalité d'un individu est formée d'une intégrale. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Il faut que chacun le découvre. Même, par exemple, ça, pour se développer, pour croître, pour prospérer, il y a le nom de famille qui est une formule chimique qu'il faut prendre, mathématique qu'il faut prendre, et savoir les variables donc des forces qui sont là. Et donc, c'est ce que nous faisons, en fait, dans la surdité économique, si je peux m'expliquer ainsi. Nous venons, en fait, nous avons mis en place le start-up à Povo.
Parce que il faut aussi nous célébrons le 9e décès, le 9e anniversaire du décès du professeur Yakubu. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a vu grand et très loin et qui a souhaité donc que la biologie soit créée pour dominer le monde et l'homme. Et donc les valeurs que l'Occident nous apporte aujourd'hui nous déstructurent et nos États même sont prisonniers en fait de l'argent, en fait des modèles. Donc partons des modèles, il y a 256 modèles dans le phare pour une situation de maladie ou une situation de désespoir ou une situation en fait d'incompréhension. Donc nous voulons amplifier cela. C'est pourquoi nous venons sur le marché. Parce que dans le laboratoire, nous avons trouvé. Et quand tu as trouvé, il faut aller sur le marché. Il faut agir comme donc tous ces gens qui investissent et qui veulent justement aider les clients. C'est de la science, c'est de l'initiation. Vous le mettez sur la place publique comme ça, parce que pour les informations que j'ai, c'est un carrefour que vous aviez installé. Ah oui, le carrefour de Taka. Ça devient à ciel ouvert comme si c'était quelque chose de si banal. Oui, mais et justement, lorsqu'on dit banal, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace, ça ne veut pas efficient. Et c'est ça le défi aujourd'hui. Les experts du phare développement au Bénin sont les Vaudounos. Les experts de la Banque mondiale, ils viennent nous rouler. Ah ouais? Oui, donc la langue même déjà, les solutions se trouvent dans nos langues. Donc nous avons le devoir d'aider la jeunesse justement à en fait retrouver les possibilités en fait de la fierté d'être béninois, d'être africain et aussi d'intervenir sur la marche du monde. Parce que nous sommes interpellés aujourd'hui par ces valeurs de destruction que l'Occident a introduit chez nous. Donc c'est pas par hasard qu'on a eu un 10 janvier. C'est pas par hasard aujourd'hui que on a les Vodou Days. Et donc à partir de cette atmosphère de la rationalité que nos ancêtres nous ont transférée et que chaque parent transfère aux enfants à travers la procréation, il faut véritablement laisser la vision des capacités de l'homme aux Béninois. Et donc, nous venons sur le marché et nous sortons des amphithéâtres, vous voyez un peu. Et donc, ça vous donne un caractère, mettons, commercial, un peu mercantiliste aussi, ce qu'il faut forcément éviter. Mais non, justement, parce que l'homme scientifique, il produit de la valeur ajoutée. Et le phare, c'est une valeur. Maintenant, le Bokono a l'expertise de cette valeur, vous voyez. Mais les gens le recherchent, ils ne le trouvent pas. Donc, moi, à Sogba, vraiment, aujourd'hui, sur le marché, professeur Sogba est un expert. Tout le monde connaît le sérieux de mon travail et de ce que je fais justement pour clarifier. Parce que jusque-là, les gens, comme vous le dites, voient le nébuleux du beau, alors qu'il n'y a que de la lumière. Comment ça fonctionne, votre campus? Comment ça fonctionne, le campus? Le campus... qu'on vient, on se présente? Non, le start-up, oui. Le start-up, vous venez et puis vous vous présentez comme un client et on vous reçoit. Ah oui? Et vous déclinez votre identité et vous remplissez les conditions donc, de la clientèle. Et à partir de ce moment, on vous donne une adresse, on vous donne une indication et vous êtes pris en charge par l'expert et qui est concerné par le problème, et nous vous suivons. Il y a un service après-vente jusqu'à ce que vous ayez satisfaction. Et ça, aujourd'hui, la jeunesse est en attente et de cet accompagnement qui est psychologique, mais qui est aussi sociétal. Professeur Raymond Asogba, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Très bonne journée. Mesdames et messieurs, nous allons passer à notre deuxième invité. Se poursuit sur Actu Matin, ma deuxième invitée, puisque c'est une dame, Grâce Avimadje, militante d'une organisation engagée dans les causes sociales. Madame Avimadje, bonjour. Bonjour, monsieur Agoui. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Avec vous, nous allons évoquer la situation des enfants haïtiens et surtout votre idée d'aller à leur secours pour leur apporter de l'assistance. Merci d'être venu. Vous parlez d'Haïti et de ces enfants dans une situation qui appelle, qu'on s'y intéresse. Qu'est-ce qu'ils vivent en réalité? Alors, on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a la guerre en Haïti. Il y a une situation vraiment d'insécurité
où il y a plusieurs morts, il y a plusieurs parents qui meurent et qui laissent beaucoup d'orphelins derrière eux. Donc c'est cette situation qui nous interpelle, qui interpelle pas que l'organisation que je représente ici sur ce plateau, le Lions Club, et je voudrais d'abord dire je suis du club Cotonou-les Lauriers, du district K103 A4 et précisément de la zone 11. Donc il y a cette situation en Haïti, comme je le disais, où plusieurs parents, plusieurs personnes meurent et ils laissent derrière eux des enfants qui aujourd'hui n'ont pas d'endroit où vivre, qui aujourd'hui ont faim, qui aujourd'hui sont laissés à eux-mêmes. On voit des images sur les réseaux sociaux de ces vidéos-là où vous voyez ces enfants qui sont vraiment démunis. Voilà. Et c'est pour ça que vous vous mobilisez. Pourquoi les enfants d'Haïti, aussi loin là-bas, quand autour de vous, justement, en Afrique, la situation des enfants soldats, des filles violées pendant les guerres et autres, ça reste même la monnaie courante et le lot quotidien des médias. Alors, je dirais que le Lions Club a un slogan. Partout où besoin se trouve, il y a un lion. Donc, c'est pour dire que partout où il y a un besoin, un lion doit être capable de régler ce besoin-là. Mais il faut régler en commençant par chez soi déjà, non? En fait, tous, on règle les besoins un peu partout. Ce week-end, par exemple, la zone 11, on était à Djanglamé où on a fait une œuvre dans un centre où des enfants qui ont des problèmes de santé. Okay. Nous avons fait des dons. Donc, partout il y a un besoin, il y a un lion. Et il se trouve que l'un des nôtres, un lion, se trouve actuellement en Haïti. Et c'est face à tout ce qu'il a vu, il est en mission là-bas, le président du club Cotonou, les Lauriers. Face à tout ce qu'il a remarqué, de l'autre côté, il s'est dit, mais vu que notre slogan, c'est partout il y a un besoin, il y a un lion. Ici, il y a un besoin, il y a des enfants qui ont besoin de nous. Et il faut rappeler que le Lions Club n'est pas un club que béninois. C'est un club qui est partout dans le monde entier. Donc, un Béninois se lève aujourd'hui et décide d'aller régler une situation ou bien de venir en aide à des enfants dans un autre pays. C'est de montrer que déjà le Lions Club, c'est la fraternité et ce n'est pas qu'un truc où on dit je ne peux qu'aider que mes frères. Qu'est-ce que vous voulez leur apporter? Voilà, ce que nous voulons leur apporter, il faut dire déjà que l'objectif, c'est c'est une œuvre conjointe de lutte contre la faim au profit des enfants victimes des violences armées en Haïti. C'est une collecte de fonds que nous avons lancé déjà au sein même du Lions Club et nous nous sommes dit il faudrait que cette collecte soit ouverte à tout le monde, n'importe qui voudrait apporter quand même de la joie ou un peu de nourriture à ces enfants-là. Nous avons lancé une collecte de fonds depuis le 1er février. Nous avons normalement le délai, c'était déjà fin du mois passé, mais l'objectif n'ayant pas vraiment été atteint, nous avons décidé de prolonger le délai jusqu'au 30 avril. Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai un peu de reste chez moi? Je l'emballe, je vous l'envoie? Non, ça c'est trop beau déjà, il faut dire, c'est en Haïti. La collecte, nous avons des numéros. Et c'est sur ces numéros-là, vous pouvez faire des dépôts Momo. Et nous avons un huissier qui supervise et qui a le contrôle de tout cela. Donc, si par exemple, nous faisons, certainement, nous sommes sur le plateau de Atu Matin ce matin, pour en parler, certainement à la fin, nous allons passer encore par tous ces moyens-là pour rendre compte fidèlement. Voilà, parce que justement, c'est ce que les gens craignent. On passe, on fait des collectes et on ne sait plus à quoi est-ce que... Non. C'est dit, comme je vous l'ai dit, nous avons notre président qui se trouve là-bas. Donc, c'est lui le lien entre le Bénin et nous. Il faut dire que le Lions Club Cotonou, les Lauriers, est en accord avec un Lions Club là-bas, Port-au-Prince d'Haïti. Donc, c'est ensemble que nous sommes en train de faire l'œuvre. Et c'est tellement le jour, nous allons remettre le jour où nous allons vraiment reverser, il y aura ces vidéos-là. Tout compte fait, nous allons faire un retour fidèle. Et oui, allez-y. Si vous permettez, je voudrais donner les numéros puisque vous avez demandé le moyen. Donc, si vous voulez faire un don
à l'endroit des enfants qui sont victimes des violences armées en Haïti. Vous pouvez envoyer que ce soit 500 francs, que ce soit 1000 francs. En tout cas, ce que vous avez qui vient vraiment de votre cœur, vous pouvez faire ces dépôts-là sur le 01 66 53 73 52 ou le 01 68 53 13 62 ou encore le 01 48 15 47 48. Je reprends encore. Assez rapidement, hein, oui. D'accord. 01 66 53 73 52 ou le 01 68 53 13 62 ou encore le 01 48 15 47 48. Grâce à Vimadia, un mot pour finir rapidement. Alors, un mot pour finir, c'est déjà de vous dire merci. Merci de nous recevoir sur votre plateau et également merci aux amis téléspectatrices et téléspectateurs. Nous sommes venus vous appeler, nous sommes venus envoyer un signal à l'endroit de votre cœur. Faites un geste à l'endroit de ces enfants qui sont victimes des violences armées en Haïti et l'Éternel même vous bénira. Voilà. Grâce à Vimadia, merci. C'est moi. Très bonne journée. Merci pareil. Mesdames et messieurs, voici les sports à présent. Discipline au menu de l'actualité des sports ce matin, du football, du baseball aussi. Candide Ronreto, bonjour. Bonjour. Et puisque c'est le sport roi, on va commencer par là. Après le match d'ouverture qui a opposé le Maroc à l'Ouganda, la première journée de la phase des groupes de la CAN des moins de 17 ans s'est poursuivie hier avec à la clé quelques matchs joués. Oui, 3 matchs pour être plus précis. Le Burkina Faso lui est venu à bout du Cameroun au bout d'un score de 2-1. Jusque-là, c'est le seul match de cette Coupe d'Afrique des Nations au cours duquel on a enregistré que 3 buts. La Zambie, lui, ne s'est pas fait prier pour démarrer sa compétition par une sereine victoire 4-1 devant l'équipe de la Tanzanie. Les Chipolopolo de la Zambie peuvent profiter de ce succès avant leur prochain match qui sera justement face aux Lionceaux de l'Atlas du Maroc qui se sont offert une écrasante victoire 5-0 à leur entrée en lice. Et puis le dernier match de la journée d'hier a été assez prolifique, mais surtout âprement disputé, mené au score 3-1. L'Afrique du Sud a réussi à s'offrir une précieuse victoire dans la douleur contre toute attente justement devant l'Égypte. Score à l'arrivée 4 buts contre 3 permettant ainsi aux Sud-Africains d'empocher les 3 points de la rencontre à leur première sortie dans la compétition. La première journée de la phase des groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans se poursuit ce mardi avec à la clé 4 différentes rencontres à suivre. Déjà à partir de 15h, on aura droit à une rencontre entre le Sénégal et puis la Gambie. À 18h, la Somalie sera face à l'équipe de la Tunisie. Au même moment, le Mali va en découdre avec l'équipe de l'Angola. Et puis à 21h, la dernière rencontre de ce mardi qui va opposer la Côte d'Ivoire à la République centrafricaine. Prenez donc les différents rendez-vous. Allez Tanguy, aujourd'hui c'est mardi et quand on est mardi, c'est l'occasion de présenter à nos téléspectateurs le document de la semaine. Et ce numéro s'intéresse à la formation des talents à la base dans l'une des disciplines encore peu connues au Bénin. Il s'agit justement de la promotion du baseball au niveau des enfants dans les différentes équipes pour faire progresser et leur permettre de devenir plus tard des professionnels de haut niveau pouvant défendre valablement les couleurs nationales dans les joutes internationales et ramener quelques distinctions. On va suivre. Pour réussir à avoir demain des talents prometteurs dans une discipline sportive, il faut miser dès aujourd'hui sur le travail et la formation des enfants à la base. C'est ce qu'a compris certains acteurs du baseball au Bénin, dont l'ambition est de faire des champions de demain dans la discipline. Et il s'y attelle à travers la promotion de ce sport au niveau des enfants, en se concentrant sur la Little League. Le développement du baseball ne sera jamais possible que si nous travaillons avec ces enfants. C'est à la base. Le développement du baseball dans toute nation du monde passe par la petite ligue, la Little League de baseball. Imaginez ces enfants qui jouent maintenant. Ils seront encore plus entraînés. Imaginez-les d'ici 5 ans, imaginez-les d'ici 10 ans. On aura des athlètes professionnels, on aura des athlètes de haut niveau qui pourront valablement représenter et défendre les couleurs nationales quand il va s'agir du baseball.
Ces enfants ont en moyenne entre 12 et 15 ans, mais ils maîtrisent déjà les fondamentaux du baseball. Au premier regard, l'on peut se poser des questions, mais à l'œuvre, les bases du baseball sont bien maîtrisées par ces enfants, que ce soit le lancer, l'attraper, l'attaque et la défense. Mieux, chacun d'eux maîtrise le but du batteur qui est le plus souvent de frapper un coup sûr afin de progresser sur les bases. Cela fait plusieurs années déjà que ces enfants s'expriment dans les compétitions de niveau relevé. L'exemple de la Little League de baseball, une compétition réservée aux cadets dont le but est de faire la promotion de la pratique de la discipline chez les enfants. Mais avant leur apparition en compétition, il y a un travail qui est fait en amont au niveau de chaque équipe. Les équipes ont des head coachs, des coachs principaux qui ont été formés et c'est eux qui recrutent et forment les enfants à leur tour. Et ces enfants, maintenant, à un niveau donné, déjà à partir de l'âge de 9 ans, ils sont recrutés. On travaille avec eux, on améliore leur niveau jusqu'à l'âge de 10 ans, 11 ans. À 11 ans, ils peuvent déjà commencer à participer à la Little League parce que leur niveau serait déjà un peu bon. Donc, en matière d'encadrement technique, on fait beaucoup d'efforts pour que les entraînements se poursuivent tout au long de l'année. Le niveau de combativité des différentes équipes au cours de ce tournoi de baseball n'a donc rien d'anodin. Les joueurs sont outillés et bien encadrés, mais il y a aussi l'enjeu qui est de taille. L'équipe qui sort championne est directement qualifiée pour représenter le Bénin au niveau international dans les tout prochains mois. Et l'envie de s'offrir ce luxe est restée gravée dans les esprits de chacun de ces enfants tout au long de la compétition. À l'évidence, voici un match entre deux équipes de jeunes pratiquants au cours de l'édition 2025 de la Little League de baseball. Pour cette manche, c'est l'équipe en bleu qui passe en défense avec 9 joueurs et celle des jaunes est en attaque. Le coureur vient de frapper, il se rend en première base, la balle qui est lancée pour essayer de l'éliminer. Malheureusement, la balle est lancée plus fort que le gardien de la première base. Et donc, le frappeur en a profité de cette erreur pour se rendre en deuxième base. Les jaunes débutent bien avec leur premier frappeur qui réussit à rejoindre la deuxième base à son premier coup. L'objectif de l'équipe en défense, celle des bleus, est d'empêcher les jaunes de parcourir toutes les bases et rentrer à la maison tout en éliminant 3 des leurs. Mais au bout de quelques minutes, les jaunes réussissent à marquer des points. Depuis le début de la compétition, depuis le 15 février, on a remarqué que le niveau s'est complètement amélioré au niveau de tous les enfants. On a compris que c'est quand ils vont jouer plus de matchs qu'ils vont mieux s'améliorer. Aujourd'hui, les enfants sont émerveillés. Ils ont cette envie de jouer, d'aller vers la discipline, ce qui n'est pas du tout facile parce que c'est un jeu qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de technique, beaucoup d'engagement. La Little League de baseball se déroule sous la bannière de la Little League internationale. Elle a réuni cette année 5 équipes de cadets durant plus d'un mois de compétition et au terme, c'est l'équipe de Galassi de Cotonou qui termine championne. Le match était très bon. Et les adversaires ils sont un peu forts avec nous, mais on ne les laisse pas. Et nous devons faire notre effort. Galassi de Cotonou dispose donc de l'opportunité de représenter le Bénin au niveau de la Little League, région Europe-Afrique en Pologne au mois de juillet 2025. Et si les joueurs réussissent à bien s'exprimer à ce niveau, ils pourront bénéficier du soutien de la Little League internationale pour aller jouer les séries mondiales de baseball de la Little League aux États-Unis au mois d'août prochain. Développer le baseball au niveau des enfants est un secret de polichinelle que beaucoup de nations de la sous-région n'ont pas encore cerné. Mais au Bénin, les différents acteurs l'ont compris et donnent priorité à la formation à la base. Ceci dans l'espoir d'avoir des athlètes de haut niveau qui pourront hisser au devant de la scène internationale
le drapeau béninois dans les années à venir. Voilà donc Tanguy ce qu'on a pu avoir cette semaine comme moisson, le développement des talents à la base, notamment dans la discipline du baseball. Très intéressant en tout cas avec ce jeune intervenant sur votre magazine. Merci beaucoup à vous Candide Roureto pour ce tour donc de curiosité au sujet du baseball, notamment à Cotonou. Très bonne journée. Merci, à demain. Mesdames et messieurs, voici notre troisième invité. Ouseni Tanko Manako Rodji est écrivain et lauréat du Grand Prix littéraire du Bénin, catégorie œuvre de fiction pour l'édition 2024. Monsieur Manako Rodji, bonjour. Bonjour, monsieur Sangui. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Et félicitations pour votre prix que vous avez décroché avec votre ouvrage, faut-il le rappeler, Confluence, c'est ça. Hein? Tout à fait. Comment est-ce qu'on se sent? On se trouve dans toutes les dimensions. Ah oui? D'abord, la joie. C'est une consécration. Après des années d'efforts, vous étiez au début de l'aventure. Vous faites partie de mon équipe. Et moi, je suis le numéro 9. Vous finissez le temps de l'équipe. Voilà, c'est moi. Donc, c'est moi qu'on voit aujourd'hui. Mais autour de moi, il y a toute une équipe. Et dans la deuxième dimension, il y a les inquiétudes. Ah oui? Et oui, il y a des inquiétudes. Parce que tout un pays met son espoir sur moi. Et le pays m'a honoré et par mes comportements, par mes productions futures, je dois démontrer que ce jury qui a fait ce travail et à qui je dis toute ma reconnaissance, ce jury ne s'est pas trompé en portant son choix sur mon ouvrage Confluence. Donc c'est ça, nous sommes ballottés entre la joie et puis l'inquiétude, l'incertitude du lendemain. Ouais, c'est ça. Mais à peine vous avez fait 3-4 ans dans le métier que déjà vous êtes couronné. C'est trop facile ça, non? C'est pas facile. Ah oui? Non, c'est pas facile. C'est des nuits de travail. On ne dort pas. On s'épuise, on lit, on relit, on prend appui sur ce que d'autres ont fait et qui leur ont valu des notoriétés, des célébrités. Donc, produire 5 ouvrages en 5 ans, c'est pas facile. C'est un rythme infernal. Voilà, vous savez, le Bénin, c'est une petite portion de terre, mais à qui Dieu a fait la grâce d'être une terre de prédilection, des idées, des arts, vous voyez. On a beaucoup d'écrivains au Bénin, beaucoup, vous voyez. Et quand on vient dans cette panoplie, dans cette multitude à être choisi, donc ce n'est pas le nombre d'années que vous voyez, mais depuis quand ça a commencé. Depuis le travail, voilà, c'est ça. Dans Confluence, vous évoquez la situation des femmes, le regard de la société sur celles qui n'ont pas encore, qui ne sont pas en mesure de procréer pour avoir un enfant. Une femme a même été prête pour avoir des intimités avec un homme présenté comme mentalement déséquilibré. Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin là? Non. Vous savez, la femme, c'est le cœur. Vous savez, dans mon premier ouvrage, Les prémices de l'humanité, quand je questionne, parce que souvent c'est ce que je fais pour les intrigues, je questionne. Je demande aux femmes, entre un aveugle et un estropié, si on vous dit de choisir un époux, quelqu'un avec qui vous allez vivre, sur qui vous allez porter votre choix, tout de suite, elles disent vivre avec un aveugle, ce serait infernal. Mais si je pose la deuxième question, c'est le cœur qui choisit, non? Là, elle se rebiffe. Elle se retire. Voilà, elle se retire, elle dit, ah oui, c'est vrai. C'est une question de cœur. Je peux vivre avec un aveugle. Vous voyez. Donc, chez la femme, c'est une question de cœur. Et vous êtes sans savoir que
il y a eu des moments de compétition parce que la femme, du fait de sa beauté, de son apparente physique, et qu'à des moments donnés, ce n'est pas un seul homme qui va vers elle, c'est plusieurs. Il est arrivé des moments où elle laisse des gens qui sont plus fortunés, plus forts matériellement, plus riches, beaux, voilà, tout ça là, physiquement pour bien aller bâtis. prendre avec quelqu'un qui va à pied. Voyez? Donc chez la femme, c'est une question de cœur, ce n'est pas une question de disposition, de disponibilité matérielle, ce n'est pas ça. Mais là où vous êtes difficile avec elle, justement, c'est Oui. qu'elle est repoussée, ou vous la faites repousser justement par ce déséquilibré mental. C'est une double souffrance que vous infligez à votre personnage. Vous n'êtes pas du tout pitoyable avec elle. Non, du tout pas. Vous savez, il y a un de nos grands frères qui s'est approché de moi le vendredi dernier où on me décernait le prix. On m'a dit, vous êtes formidable, monsieur Fousseni, mais dites-moi pourquoi vous avez tué enfin le fou. Vous ne devriez pas le tuer, vous voyez? C'est la même Généralement, chose, ouais. généralement les fous survivent dans, je dois dire, l'univers de création des écrivains en Afrique. Oui, bien sûr, mais ce fou-là, comme je l'ai dit, c'est un fou différent des autres fous, c'est un illuminé. Donc ici, il faut dire que je ne suis pas méchant avec elle, mais comme je l'ai dit, nos succès, comme nos fautes, prennent leurs racines dans le passé. Quelqu'un qui réussit aujourd'hui ne voyait pas l'aboutissement. Allez chercher comment ça s'est passé pour qu'il en vienne à ce point-là. Donc Maïla, le père de Maïla a été fautif. Et tout comme dans la vie ici, tout se paye, sa fille a payé. Quand lui, en tant qu'impuissant, il s'est rendu dans la maison de Datriki pour se faire soigner, le monsieur le soigne et c'est avec sa femme qu'il fait l'essai. Et c'est cet essai-là qui donne Maïla. Pour éprouver la qualité peut-être des soins qu'il a, voilà. qu'il a eu. Bon, le guérisseur n'était pas content. Il a vécu des moments très difficiles et après il est mort. Donc certainement, la nature a voulu que Maïla paye à travers la... Est-ce qu'elle n'est pas injuste, la nature? Quand mon père fait, c'est pas moi. Pourquoi je dois payer pour les fautes de mon papa? C'est le même sang qui coule, c'est le même patrimoine génétique. Donc c'est pourquoi nous devons travailler à être bons. Si la Bible le dit clairement, vous faites du bien sur cette génération, vous êtes bénis. Vous faites du mal sur 4 générations, le coup vous frappe. Donc je crois que c'est quelque chose comme ça. Maïla, effectivement, elle est innocente. Mais c'est le même sang, son papa était fautif et elle devrait payer. Lavoisier le dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et justement, vous avez ce secret de nous mettre devant des situations compliquées où le choix est difficile. Vous nous proposez aussi la situation d'une mère, d'un enfant qui, ma foi, est excusez-moi le mot, un attardé mental aussi, qu'elle doit soigner, assister tout le temps. Et vous me demandez à côté d'une femme qui n'a pas réussi à faire un enfant et celle qui réussit à faire un enfant mais qui doit le pourchasser tout le temps et l'assister, quel est le sort qui est le préférable? Oui, avant de répondre à votre question, je tiens à remercier une vedette de la chanson béninoise. Qui ça? Anis Pépé. Et qui, dans son morceau, c'est un de ses morceaux que j'ai suivi et qu'il a intitulé Satik Bantoué. Satik Bantoué, voilà. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je disais toujours, j'avais cette idée d'écrire, mais c'est chez lui que j'ai trouvé le puzzle, l'élément qui manquait à mon puzzle. Voyez? Donc, entre une femme qui a un enfant qui est malade et une autre femme qui n'a jamais fait d'enfant, qu'est-ce qu'on choisit? Moi, j'ai écrit, c'est à la société de dire... Vous devrez avoir une position. non. Vous avez regardé, vous qui surtout avec cette particularité, de regarder de près la société et comment est-ce qu'elle fonctionne, la société traditionnelle. Entre la femme, je dois dire infructueuse, entre griffes, désolé d'utiliser ce mot, et la femme fructueuse, mais qui nous produit un élément pas vraiment consommable, quelle est la situation la mieux? Bon, je crois que dans le roman, il y a Angara qui est la maman de Zulzulma, le marginalisé, et elle a trouvé des solutions. Elle disait à son ami que
faut pas que les femmes s'en prennent à elles-mêmes, que au bout du compte, elles sont avantagées, elles sont bénéficiaires parce que c'est elles qui enfantent et les rois, et les riches, et les vaillants combattants, et les génies, vous voyez. Donc s'il arrive quelquefois qu'elles enfantent des enfants marginalisés, des malades et autres, il faut qu'elles remercient le ciel. Moi, je crois que cette histoire, c'est vrai, elle donne à réfléchir, mais ma position, c'est que celle qui n'a pas fait d'enfant, est meilleure que celle qui a fait, mais dont l'enfant est malade et qu'elle est en train de suivre plus de 40 ans durant. Elle est en train de suivre cet enfant. C'est une vraie galère. Ouais, parce que nous savons que l'intérêt d'avoir un enfant dans nos sociétés africaines, c'est que ces enfants, une fois grands, commencent par supporter les parents. Mais ici, depuis 40 ans, c'est le seul enfant. Elle court, c'est une maternité sans sevrage. Elle court derrière cet enfant pour le réhabiliter. Vous voyez? Compliqué. Voilà, c'est compliqué. Quand vous prenez une autre qui n'a pas fait d'enfant, elle est tranquille. Elle se réjouit du sort que le ciel lui a fait. Ça, c'est votre position, hein, parce que dans la tête des femmes, il vaut mieux en faire un, quitte qu'il soit malade ou tout ce que vous voulez, que de ne pas en faire du tout. Parce que justement, le regard de la société sur ces catégories de femmes, c'est compliqué à supporter. Oui, mais chez Anis Pépé, lui, il a dit entre une femme qui a fait un enfant qui est mort et une autre qui n'en a pas du tout fait, entre les deux, laquelle sent plus de douleur. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je n'ai pas un enfant qui est mort, mais j'ai un enfant qui est malade. Je crois que il faut dire bravo aux femmes parce que c'est elles qui enfantent toutes ces situations-là. Nous qui avons la chance d'être un peu droits, bon, on doit faire en sorte que nos frères, nos sœurs qui sont malades, qu'on leur vienne en aide. Parce que nous sommes tous les produits sortis du ventre de nos mères, voilà, des entrailles de nos mères. Oui. Ouais. Une question, mais vous allez répondre assez rapidement, hein, le temps il est parti. J'ai remarqué que toutes vos œuvres explorent un peu l'univers traditionnel africain et surtout replace la femme en pole position. Vous observez trop de près la femme et son rôle qu'elle joue dans la société. C'est quoi cette hantise de la femme? Non, ce n'est pas une hantise. Je suis tanko. Et dans la langue Hausa, tanko, c'est le garçon qui vient après une série de femmes. Quand vous avez une épouse qui fait rien que des filles, à partir de 3 ou 4, le garçon qui vient s'appelle tanko. Ma maman en a fait 7. Je suis le 8e et après moi, elle a fait encore 3. Donc mon univers, c'est un univers de femmes. J'ai grandi avec les femmes. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je connais leur joie, je connais leur peine. Et je me suis dit, en tant que garçon, leur jeune frère, il faut que je me mette devant pour travailler avec elles, pour améliorer leur monde. Donc c'est ça. L'avocat des femmes. Comme petit pays. Pourquoi pas. Merci d'être venu sur Actu Matin. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici maintenant la page santé de cette émission Actu Matin. C'est un nouveau mois, nous sommes en effet le 1er avril 2025 et Esther Tofa nous vient avec une nouvelle thématique. Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. Tout au long donc, de ce mois, on va parler de la santé infantile et vous vous intéressez ce matin aux maladies qui attaquent les enfants en période de pluie, les enfants ayant un système immunitaire un peu fragile, la variation de température et les pathologiques y ont beaucoup de rôle à jouer. Exactement, la saison de pluie favorise la prolifération de plusieurs maladies en raison de l'humidité, de la stagnation de l'eau et de la prolifération des microbes et des moustiques, bien sûr. Les enfants, en raison de leur système immunitaire encore en développement, sont particulièrement vulnérables en cette période particulière. Le paludisme, c'est la première maladie à laquelle ils sont exposés, transmis, comme on le sait, par les piqûres du moustique
anophèles qui prolifèrent dans les eaux stagnantes après les pluies. Nous en connaissons les symptômes les plus courants. Il s'agit d'une forte fièvre, des frissons, des vomissements, la fatigue et aussi des maux de tête par moment. Nous avons les infections respiratoires, la grippe, le rhume, la pneumonie et la bronchite causée par les variations de température, surtout l'humidité. Ces infections, bien sûr, sont détectables par la toux, une fièvre, les écoulements nasaux, des difficultés respiratoires. L'une des pathologies les plus dangereuses qui sont redoutées en cette période, c'est la diarrhée. La diarrhée parce qu'il y a beaucoup de contamination de l'eau. En cette période-là, les aliments sont également très contaminés par les microbes. Donc, il faut vraiment les laver avant de les consommer, éviter, prendre de l'eau potable comme c'est conseillé. Donc, on a les selles liquides fréquentes, les vomissements, les douleurs abdominales et également la fièvre. On peut également rencontrer les infections cutanées, c'est-à-dire les mycoses, les éruptions cutanées favorisées par l'humidité prolongée ou un mauvais séchage du corps. Parce qu'en période de pluie, il y a que les enfants, en sortant de l'école, peuvent être rattrapés par une pluie. Donc, leurs vêtements sont trempés. Quand ils rentrent, il faut bien les sécher. Donc, on a les démangeaisons, des rougeurs et des plaies suintantes qui sont des éléments qui alertent d'une infection de la peau. Alors, les précautions à prendre dans cette période, il faut une hygiène et une méthode préventive contre les infections. Un lavage fréquent des mains avec du savon, surtout avant et après être allé aux toilettes. L'usage de l'eau potable, il faut bouillir s'il le faut ou les filtrer. Consommer des aliments bien cuits et conservés dans des conditions hygiéniques. Dormir sous moustiquaires imprégnés la nuit pour éviter les piqûres de moustiques. On ne le dira jamais assez, il faut dormir sous moustiquaires imprégnés en période de pluie. Bien couvrir les enfants avec de longs vêtements, surtout en soirée parce qu'il fait un peu frais quand il pleut. Et utiliser des répulsifs anti-moustiques adaptés tout en prenant des précautions. Il ne faut pas laisser les enfants à l'intérieur de la chambre quand on veut mettre les répulsifs. Il faut les sortir et quand l'odeur va un peu s'évacuer, il faut faire entrer les enfants pour qu'ils puissent dormir. Éliminer tous les nids à moustiques dans notre environnement immédiat, c'est-à-dire les points d'eau. Pneus usés, pots de fleurs usés où il y a l'eau de pluie qui stagne, les gouttières bouchées et autres. Également, pour prévenir les infections respiratoires, il faut habiller chaudement, Tanguy, les enfants lors des baisses de température, aérer les maisons pour éviter l'accumulation d'humidité, des moisissures, éviter les contacts avec des personnes malades. Parce que les enfants, ils ont tendance à s'amuser avec tout le monde et à faire des accolades à tout le monde, alors que leur système immunitaire est encore en développement. Donc, il faut vraiment éviter les contacts avec les personnes malades et renforcer l'immunité des enfants par une alimentation très équilibrée. En ce qui concerne le traitement préventif contre les affections de la peau, il faut bien sûr sécher correctement les enfants après la pluie ou le bain, changer rapidement les vêtements trempés, utiliser des crèmes antifongiques si nécessaire en cas d'éruption cutanée. Voilà, Tanguy, en suivant ces précautions, il est possible de réduire considérablement les risques de maladies chez les enfants pendant la saison des pluies. Cependant, le premier réflexe dès le moindre signe d'une maladie, c'est-à-dire une fièvre un peu trop forte, une toux un peu trop grave qui dure trop longtemps, un rhume qui a trop duré, il faut emmener les enfants à l'hôpital. C'est le premier réflexe. Il ne faut pas les laisser à la maison. À l'hôpital, on se chargera très bien d'eux pour éviter le pire. Esther Toffa, merci. Merci à vous. Est-ce que la thématique de mardi prochain est retenue? On parlera peut-être du paludisme plus en détail parce que nous avons le vaccin qui a été introduit. Ça fera bientôt 1 mois. On verra ce qui est fait jusque-là. C'est le bilan qui est fait peut-être avec le directeur de la... Voilà. Merci Esther Toffa. Très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, pour fermer la deuxième partie d'Actu Matin ce matin, je vous propose de suivre justement notre magazine de ce matin.
Alors, quels sont les intérêts? Qu'est-ce qu'il en profite? Oh, mina kudo joro. Mina ba joro mi. Bara ba donu. Pẹ̀lú tọ́tì ewé kò dé o pọ̀jù bá jiyàn dé mi akasùnmù wa ọ tọ́tù lè wa ọ asùgbìgbò wà bọ̀ hẹ́ ewé ma yẹn ń dàtọ̀ mẹ́yẹ́ tso samedi lẹ́ mìíràn gbọ́dọ̀ dà mìíràn gbọ́dọ̀ suedi dimanche tó gbọ́dọ̀ yẹn tán ní wà tó ká tọ́tì sí tẹ̀ ká tọ́tì. Nous, bon, malheureusement, dans tous les 15 jours, nous des barils à faute de EPA. 15 barils pour EPA. Mais quand des hommes étaient mourir. Nous, des hommes étaient d'ailleurs au week-end. Au week-end. Des hommes sont venus au Gléodo. Je vois que des Gléodo. Puis nous, des hommes, nous, c'est peu pour nous les Gléas. Et nous va do ba de di do ti bo je di o kere boloji de o jero kwa so mo to bo mi gbo jodo mi gbo jo ni lebi to bo toju eru kun amwa no we de me yo nye ko be ti fu boko tun to ku no na ko be ti fu boko tun po ndi awa be ko yun le o ana ju to bo de amako mua de le na gbon de akotun wa bo na do ni gudu bo de akoblo be yun ana ju do ya ati jodo a wa sama ye jogre o do bo je ti o kere bloji ngaro di o blo e na mi tan bo mi do fifo come on ndi so de wa ndi bu na wa gbe ko ni me tan ne me no mo me ran de frère mo di on bon nous le koge anasi buna blo se bi ho asi pe wa to gbe to je do na gonu we e wa sambo me ma do nu de ka jan do asi anamado asi we da ko da we mo we mo papa do kwa dare we do kwa dare kwa dare mi kwa dare mais baro mais vous aussi glé mais bon on soit tout glé be futon on soit tout glé mi to suma ba do fune bodo da so wa fune ene je yi ma do pe tewe gudu o a je de se ai we tewe o de chodo alo jijira lo we ma do poto blodo we pe tewe a pe tewe o a je de se ji ba mi ko de kaka wa cho so ran de wa wa bo fi on te fonton wa lo ko tewe o ene cho wo so ran de wa yo ble un je we de no je de seji ble un je de seji de te ka di ne ka ingbon bo mi wa kan ko bi yo wa na ri mi bo mi wa je sengba de ho doji yo de ho bo doji yo de o pe aton a je de seji yo de dai ton le o e do ja bo no do na bo le ko pin bo no do na ganji nu aze bari do po pe adoji o bon délèdè enu mo ami de 25 ans alamodu kwa jare ati mowe délèdè no watan bari do game menado le nu ana bro di je we o bon ati bro with you love ene gbogbo ne gbogbo ne ene ono so mo kaka yaga bono vo eno vo mo kaka yaga le de si pe bi so mo kaka yaga nka mo de bulo ti tinleji din egbe di ama ta lo di on ta lo de les ewian ese fun lo ka lo me dia e o do propo mi na mo bo ina do si se we jawe e le me mo dai yo ta lo me dia de mi na si do e be si novembre décembre
bon kaka ko do janvier mais dans mina ko mo do selele attends moi ils aiment na ko le do o to no de ya bon egbedi on bon nyonu de ba bona kho bona klole o ye de wa ime no won do aso ha mele e ne ye de dion no e fo de dion bon mina mi si de akiton ba ye blo uswa e ka do kwede bo na yi do kete gbedoko e ne ba ne ko Mama wa dere ko mi afi wa pon mi. Mi apon. Bo de nu mi. Ne. Na bo sna tente de asa. Ne. Voilà. Ne. Bo de ben. Mi sai ko ko. Voilà. E va. Le non si buone, eh? Le non si buone, ma. Già, ma qua. Io vuol dire che io vuol dire, amo le tu la duai. Le non ne. Amo lo bari du po 25 we attends amo. Te deve. Te deve. Buta. No, e do la ta. E do la si amo qui na video non me ah. Ma non le. Ne. Ne so pla coton. Mo la don. Ne. E do duo, do duo no ne. E bo. Alo fese go pum. Mi ba dio mo. Aso te no mo de. Mi ba mo. Mi na be ko do avate. Non les gens passent à Béa qu'on a pas été. Pas ménager à survie, bon à pas. Voilà. Non. Voilà, puis pas de n'a pas que les midis les premiers bons. Les mi no pa bon les no bro e pon bon e na do facile no mi de reno salia de to e o to no mi na sa o no e ba ko wion e ba ko ri mo donc e no mi na bro mi na de kwion lo ba lo ko kwion e la ko kwion kere e pa pe le di e no fi no asana bi asaton mo asaton e na gba ba te pa ma bona go ani we no blo bon bonu e ma to ku a mo jimeli o e besoin a san ton dion e so a demo e o sa te e na jo bi a ma de a ren o po le bo de blo le po e na wai si sim bacia do cu no quando bari do cu bono do de bono go bono tomio bono da bono bi e bio zozo tomo me na gare machine no fi bon me na le si me na lio na lio te ka zozo tomo Dio dagbe die me yo nu vide se to nu yo de e fon te kameja no bio oui aya so me ni to e ya so me bu pere bo do nu yo te kameja na bio do tewu fie de fie gbe die yo fie de fie yo azo de wa kwegbe yo bi azo wa fie bio te nu te ma la si ti a si pe wa bon ni asin de yo
amo gaho no wa bona si ai te ba ri su na ko tu ami o a je mi aki ai a je mi aki amo ko ai amo ko ai bon pa un san de ma dia a te kan sa ko yi na pa to ni na ki we leyin ati so de dia e pa to ni na ki we leyin no so dana de ti on de so nu e wa do ye kaka bo e wa je e na je yo bo nu ko so apon e digadi alo amaso ato bo nu na sinu ya o ayon ba me no pa tan le so na bi da to le be na ina ho mo na mu de do ru fene dion dai wo nde mi no wa kazo mi no ka e no se kado wa so na we o bo mi no ba do to bo nu ka zele yo nu ka zele yo mi no ze décido bono ba fil de fer quelqu'un bono toka no ton à gauche à droite bono ton mais ton mais des signes do toka na bon des ganji yo no simple no ze puto ba na wani na comme no ya ti quoi ba na do kula khona na do kula khona et les mino blog bon egbedi no ami bidio do podio do 25000 bon mi ko sa wa yi azan veut dire de qui kilo do po mi sa ka sa 300 de qui kilo do po mi sa ka sa 300 mais ka mu te to ko me lo e wa mo de mu de po mu ko me na ya vi ai e so do de mo egbedi voilà e so de mo egbe no e no njo ablo le wo do te nu me wo ya gbe ni ayo ma mo gra pedi ku pedi vu pedi teme o kaso tinya o teme so dia ni do be je alu teme le vu ba wo eni o arin adede o si alu teme ba wo arin adede to si bra mo teme nu aka gra o alu amondo en lo dion mka de si dion te la do en so ala voto promotion to ko eso mi lo kudo so mi to kana chen mi lo yo lo vai kulo eso Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Des morgues publiques qui sont débordées par des cadavres abandonnés depuis des mois, sinon même des années. La justice qui tape du poing sur la table avec des procureurs qui lancent des ultimatums. Voilà l'état des lieux, je dois dire, au niveau des morgues publiques dans les hôpitaux publics. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça et que devient le décret du président de la République sur l'organisation des funérailles urbaines? Voilà les 2 éléments
autour desquels nous allons discuter ce matin. Franck Aoudou, bonjour. Bonjour. Et Louis, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui peut expliquer que des cœurs se retrouvent sans réclamation pendant des mois et des années dans les morgues, Louis? A priori, on peut dire que normalement rien ne l'explique, mais il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a beaucoup de raisons multidimensionnelles. La première raison, la toute première, qui est ce que nous voyons un peu partout, vous savez, il y a des gens qui assistent leurs parents alités pendant des jours, des mois, parfois même des années, et toute l'économie a été déboursée sur le lit de l'hôpital. Malheureusement, le parent finit par passer l'arme à gauche, et c'est vrai que systématiquement, quand on prend le corps de l'hôpital, on va le déposer d'abord à la morgue. Les parents exténués, à cause des dépenses, je dirais, colossales qui ont été effectuées pour sauver cette vie, se disent, alors soufflons un peu, le temps de trouver un peu d'argent pour le faire. Ça, c'est l'une des raisons qui peut amener des parents à d'abord laisser le corps, le temps de trouver de bonnes mesures pour pouvoir enterrer le parent. Mais c'est vrai qu'on peut trouver encore une autre solution en faisant cela. Une autre raison, c'est qu'il y a aussi des crises de famille. Et c'est ça même qui pose de véritables problèmes, surtout en République du Bénin. Comment ça? Je vous explique. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, il y a encore un ami qui a vécu une scène pareille. Ils ont leurs parents, ils ont leur père qui a passé l'arme à gauche. Et ils ont déjà tout prévu pour l'enterrer à Porto Novo. Et il s'est fait que la famille, subitement, a dit que tant qu'on n'enterre pas ce corps à Savalou, que le défunt n'aura pas la paix et que les enfants n'auront pas la paix. Et ça a commencé par créer des problèmes. Et dites-vous, quand on parle de ses parents, on parle des parents, des oncles éloignés, des oncles que ces enfants n'ont plus jamais vus et autres, tout ça. Et qui, subitement, sortent de leur sommeil habituel et puis qui disent, tant que ce n'est pas cela. Les enfants estiment que les dépenses qu'on leur demande de faire au village, qu'ils ne sont pas prêts à le faire parce que en même temps on leur demande de régler les problèmes, en fait de réfectionner justement la maison familiale pour recevoir des invités. En fait, on leur fait toute une bagatelle de factures. Alors que de l'autre côté, ils ont dit si c'est des enfants qui ont pris du temps à aller au village, qui ne se sont jamais intéressés à comment il faut entretenir la maison familiale, qui ne sont jamais présents quand il y a des situations où il faut se cotiser, etc. C'est des occasions pour les contraindre justement à s'intéresser à ce qui se passe en famille, parce que il y a quelqu'un qui garde la maison familiale pour que eux ils emportent le nom. Et vous pensez que c'est toujours facile de trouver aussi l'argent pour faire face à ces dépenses colossales alors qu'on a un mort sur les bras? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Vous savez, autant nous voulons bien que ces enfants aillent tout le temps au village, encore que le cas dont je viens de parler, ces enfants ne manquent pas d'aller au village. Ah oui? Le papa s'est installé à Porto Novo dans le temps, mais il a passé l'arme à gauche. Mais maintenant, on veut estimer que, quel que soit... En fait, les parents, très souvent, au village, estiment que c'est le moment pour rançonner. C'est le mot juste. C'est le moment pour rançonner la famille. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère rien parce que c'est justement ce qui se passe. Vous allez voir, on commence par faire... par énumérer des tas de dépenses. Et là, nous allons revenir sur la loi tout à l'heure. On dit, oui, il faut prendre le pain, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors que les enfants, peut-être, n'ont véritablement pas les moyens pour faire face à toutes ces charges. Du coup, ils ne peuvent pas aller le faire parce que, craignant les représailles, que ce soit spirituelles ou sociales. C'est ça, vous avez lâché le mot. On est toujours susceptible, on a des a priori sur ce qui va se passer au village. La tante va nous manger, l'oncle va nous manger. Alors que justement, si l'oncle avait si tant faim et avait besoin de vous manger, il n'avait pas besoin d'attendre la mort de votre papa pour vous manger. Est-ce que ce n'est pas des raisons ou des arguments comme ça avancés pour ne pas aller se soumettre justement à ce qui se fait au village, Franck? Normalement, on devrait s'intéresser à ce qui se fait au village. L'artiste Sagboran a dit que c'est notre chose, il n'y a que nous qui puissions le faire. Mais malheureusement, l'éducation que les parents nous ont inculquée, les mouvements qu'ils font au cours de leur carrière, avant leur retraite et tout ça, et les moyens qu'ils ont de s'installer quelque part pour avoir un peu la paix du cœur, cela fait que on oublie souvent d'amener les enfants au village, de leur montrer comment ça se passe. Or, la culture est ce qu'elle est. Et il y a des gardiens de nos traditions qui sont là, qui aiment à les faire respecter, quel que soit le prix à payer. Et donc, lorsque
les décès surviennent et ils profitent de l'occasion, puisque c'est la seule occasion où ils peuvent vous voir, ils peuvent vous dire un mot, ils peuvent vous amener à respecter un peu votre culture. Du coup, rien ne les fatigue, rien ne les ébranle, ils vont jusqu'au bout. Bon, lorsqu'on a fini de dire ça, moi je pense que lorsque la personne meurt et qu'on doit l'enterrer, c'est le plus important, il fait le deuil, on doit pouvoir s'entendre sur le minimum. Heureusement que dans le lot de ces parents qui sont au village, il y a toujours un qui est plus ou moins flexible sur lequel on peut s'adosser pour régler ces problèmes. Mais au-delà de tout, comme l'a dit Ulrich, c'est que nous avons de problèmes, de sérieux problèmes lorsque les gens tombent malades, par exemple dans les hôpitaux, déjà fatigués par les ordonnances, les frais d'hospitalisation. Parfois même, c'est le seul enfant qui reste, qui s'en occupe et qui est fatigué. Donc, on met le corps à la morgue. Il y en a qui fuient carrément, qui disent, bon, je n'en peux plus. Ah oui? Oui, qui fuient et qui laissent les parents. La personne meurt, dit, bon, que Dieu fasse le reste. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Le corps reste à la morgue. On interpelle, on cherche, on fouille, on ne trouve personne. Et après, bon, on s'en débarrasse comme on peut. C'est un sérieux problème et qui engendre d'autres problèmes ensuite. Nous avons, par exemple, les problèmes d'insalubrité, le surpeuplement des morgues. Vous avez des corps qui sont entassés les uns sur les autres. Et il y a même des corps qu'on n'identifie pas. Lorsque le parent vient des années après, parce qu'on a entassé beaucoup de corps ensemble, il y a des corps qui présentent des ressemblances et vous n'arrivez pas. Il y en a même qui vont enterrer des corps qui ne sont pas les siens. Donc, le problème est vraiment profond et ça se situe à deux niveaux. D'abord au niveau des morgues privées. C'est vrai que vous avez mis l'accent sur les morgues publiques, mais au niveau des morgues privées aussi, ces établissements-là qui baignent dans des conditions vraiment déplorables où on ne respecte pas les normes qu'il faut, comment les conditions de conservation des corps, ainsi de suite. Et il y a des morgues clandestines qui échappent au contrôle totalement de la réglementation, au contrôle des autorités. Ces morgues-là, on vous dit qu'on conserve les corps à la manière traditionnelle, à l'ancienne formule et tout, mais c'est des morgues qui sont dans des maisons, qui cohabitent avec des vivants, qui sont, alors que c'est très dangereux. Donc, au niveau des morgues publiques, c'est que les hôpitaux ont des morgues qui sont surchargés. Vous allez à l'intérieur, vous ne pouvez pas vivre. Les conditions, parfois la clim ne marche pas. Parfois, c'est les ingrédients pour conserver le corps qui manquent. Donc, les problèmes sont nombreux. Et je fais bonjour à ce monsieur Koudébi qui criait un peu partout sur les chaînes de télévision, qui interpellait les autorités pour demander qu'on fasse quelque chose, qu'on réforme le secteur. Et peut-être qu'on en arrivera là. On en parlera tout à l'heure, mais justement, quand vous avez dépensé suffisamment, que vous êtes fatigué de le faire et que le parent décède, si on est vraiment intelligent, c'est qu'on prend le corps et on va l'enterrer le plus tôt possible, non? Pourquoi on fait un tour encore à la mode? Ce serait l'idéal, mais dans le même temps que vous avez fini. Vous avez fini de dépenser, il n'y avait personne pour vous accompagner. Vous avez géré votre parent tant bien que mal, mais le sort en a décidé autrement. Et que la personne décède, c'est là que ceux-là qui ne vous ont pas accompagné, qui sont restés les bras croisés pendant des mois ou parfois plus d'une année à vous regarder les bras croisés, viennent vous dire, ce corps, vous ne l'enterrez pas comme ça. Ce monsieur mérite des hommages, il mérite ci, ou cette dame mérite ceci ou cela, vous ne pouvez pas l'enterrer comme un chien, machin, truc et autre. Et à la fin, on vous exige des choses, alors que vous avez déjà pris le temps de dépenser encore. Mais ceux-là ne veulent rien savoir, ils exigent à la limite. Je ne dis pas qu'ils proposent, ils exigent que cela soit fait de cette manière-là. Puisque c'est eux les gardiens de la tradition, ils savent justement à quoi ça ressemble que de garder des corps. Garder de la tradition, d'accord. Mais maintenant, le corps ne va pas s'enterrer tout seul. Il faut des moyens, il faut nécessairement le pécuniaire pour enterrer le corps. Rien que le cercueil, il faut de l'argent. Il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles il faut de l'argent. Mais ceux-là, ils vous disent, faites. Mais ils sont toujours incapables de vous dire, voilà ce que je mets dans la cagnotte. Voici ce que moi, je mets pour vous accompagner. C'est tout. Au contraire, ils vont vous dire, pour telle délégation qui doit venir, vous devez proposer ceci. Pour tel truc, vous devez proposer ceci. Au point où on en fait maintenant un business. C'est le mot juste. On fait le business de la mort.
Et quand on fait le business, je ne refuse pas qu'on aille vers la tradition, je ne refuse pas qu'on respecte la tradition. Je suis traditionnaliste et je respecte la culture. En fait, quand vient le moment, il faut qu'il y ait une conciliation. Parfois, vous savez, quand ça arrive comme ça devient... les enfants sont traumatisés, c'est le mot juste. Les enfants sont traumatisés. On leur exige des choses pas possibles, qu'ils soient habitués au village ou pas. Et parfois même, il y a de ces oncles ou de ces tantes. Bon, s'ils sont habitués au village, on ne peut pas inventer des choses qu'ils maîtrisent déjà. Si régulièrement ils ont assisté à des funérailles, ils ont vu l'enterrement de leur oncle, de leur tante, etc., de leur grand-père, ils y ont assisté, ils y ont joué un grand rôle. On a commencé à leur faire confiance en matière de maîtrise, de processus d'inhumation dans leur famille. On ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. On le leur imposera, tout simplement, parce que quand vient le moment où on dit, voilà comment ça se passe. Si vous n'avez pas les moyens pour le faire, vous faites quoi? Dites-moi. Oui, mais enterrer les morts chez nous, Franck, n'a jamais exigé autant de sous, de façon traditionnelle. C'est-à-dire trouver un espace au sein de la maison familiale, trouver, mettons quoi, un cercueil, et puis les rituels, c'est pas grand-chose. C'est parce que nous voulons faire la fête autour et tous les apparences, que désormais ça devient compliqué. Oui, et là, ce n'est pas la faute de la famille. Vous parlez comme si de son vivant, il n'a pas eu des amis, il n'a pas eu des collègues, il n'a pas eu des frères qui s'est fait, pas forcément des frères du sang, des gens qui sont restés très proches de lui. Et ceux-là, ils ont également envie de faire le deuil, de participer aux cérémonies. Et donc, quand vous dites l'espace est là, on prend le corps, c'est comme si vous vous réunissez et vous le mettez dans la tombe et puis vous retournez. Non. Quand on meurt en Afrique, le deuil concerne toute la communauté. Vous voyez, ceux avec qui vous avez grandi. Et c'est pourquoi, justement, il y a des étapes. On annonce que telle personne est décédée. On annonce que les funérailles commencent à tel moment pour inviter ceux-là à s'associer. Même si c'est de loin, c'est des gens qui vous assistent en prière. Donc, on ne peut pas trouver l'espace, se réunir et enterrer comme ça. On vous dira non. Et celui-là, il a une dignité qu'il faut respecter. Il a une certaine image qu'il faut respecter, même s'il n'est plus de ce monde. Les morts ne sont jamais morts, nous a-t-on appris. Ils sont quelque part, ils sont dans nos maisons, ils sont dans l'eau que nous buvons et tout. Bref, c'est pour dire que ce que nous faisons, c'est comme ça que nous l'avons hérité. Cela fait la particularité de l'Afrique. Vous allez en Europe, quelqu'un meurt, le gars peut aller le déposer 2-3 jours à la morgue, informer, si possible, quelques parents, mais on l'amène, je ne sais pas quelle est la formule là-bas, si on incinère le corps et tout, mais il fait son enterrement et puis ça va, c'est fini. Personne ne lui fera de procès. Mais si vous faites ça ici en Afrique, c'est que vous allez rendre compte à la famille, à la tradition, vous allez rendre compte aux esprits même de nos parents qui sont là-bas parce qu'ils estiment que vous n'avez pas fait suffisamment ce qu'il faut pour honorer le défunt. C'est un peu dommage lorsque nous voyons après la mort de certains des problèmes qui se posent. Moi, je sais que j'ai un ami d'Agony quelque part, son papa est mort. Vous savez qu'on n'a pas enterré le papa le jour-là, mais on a fait toutes les cérémonies parce que tout simplement, un de ses frères s'est levé et dit la façon dont mon grand frère est mort, je veux savoir clair, je veux qu'on fasse l'autopsie et tout. Voilà que tout a été fait par les enfants. On a invité de partout, des gens sont venus de Gabon, de la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, c'est le cercueil seul qui est allé dans la tombe. Non, sérieusement? Sérieusement, je n'invente rien, c'est le cercueil seul. Parce qu'on ne pouvait plus dire aux gens, écoutez, il n'y aura plus enterrement ce jour-là. Et le corps est resté encore dans les liens de la justice. Je crois qu'on a fait l'autopsie. Je n'ai pas trop suivi la suite. Mais le corps n'est pas allé sous terre ce jour-là. Donc, c'est de sérieux problèmes qui se posent dans les familles. D'où nous vient cet attachement à des macabées, à des cadavres qui ne nous servent plus à rien du tout? Ce macabé, il fut un des nôtres. Oui, mais il a travaillé avec eux. Dès lors qu'il a quitté, il n'est plus utilisable. Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Ça, c'est de la poésie. Ça, c'est de la poésie. Ça, c'est de la poésie. Ben, écoutez, l'Afrique est riche de sa tradition. L'Afrique est riche de sa culture. Culturelle et cultuelle, l'Afrique est riche de sa croyance. Voilà. Vous savez, le mort chez l'Africain n'est jamais parti. Il n'est jamais loin. Et nous vouons un culte assez fort aux ancêtres.
en Afrique. Ce qui fait qu'on estime que cet ancêtre, celui-là, qui a quitté le monde des vivants pour passer derrière le voile, à partir de cet instant, il communie avec les ancêtres. Et ce passage, pour le vivant, pour l'Africain, c'est que on doit le gérer pour que l'âme qui est en train d'aller vers les ancêtres puisse aller en paix et qu'il puisse intercéder désormais pour ceux qui sont là. Ceci étant, on estime qu'il faut envelopper tout le rituel de cérémonie, que ce soit culturel, cultuel. Et quand vous ne respectez pas tout ceci, parfois, c'est des gens qui vous appréciaient bien, qui subitement deviennent vos pires ennemis, parce qu'ils estiment que vous n'avez pas respecté la tradition. Bravo, salut les dégâts, parce que vous en aurez de toutes les couleurs, et vous êtes devenus les renégats de la famille. Et le comble, c'est que quand on fait tout ceci, ce qui me fait mal, on ne voit pas la portée financière de ceux qui sont éplorés. Déjà, vous êtes éplorés, vous êtes émotionnellement abattus. Vous avez le cœur plein de chagrin parce que c'est une perte. Une perte a toujours été douloureuse. Et dans le même temps, quelqu'un vient à rajouter avec des charges financières. Et là, il arrive des moments où, je donne un exemple très simple. Il y a un autre exemple où, dans le même village, d'accord, on a demandé que le corps vienne au village. Les enfants ont amené le corps au village. Et c'est là, il y a la tante qui estime qu'on doit l'enterrer auprès des autres, de son père, du père du défunt. L'autre dit non, on doit l'enterrer dans la case là où il a toujours vécu. Ça a créé des problèmes. Les enfants sont restés tranquilles, les ont regardés. Un problème qu'ils ont tiré pendant plus de 3 jours. Et il y a eu des morts dans cette histoire. Vous voulez que les enfants disent quoi? Les enfants sont restés calmes. Ils ont dit, bon, quand vous allez finir de vous disputer, y compris le chef de famille qui était assis et qui ne pouvait plus rien dire, parce que des membres de la famille sont devenus plus royalistes que le chef de famille, et ils ont géré pendant un bon moment. Au finish, le chef de famille dit, ok, comme les autres ne veulent pas s'entendre, les enfants, reprenez le corps de votre père, allez l'enterrer là où vous voulez au cimetière. Moi, je me porte garant de ça. C'est le chef de famille qui a finalement réglé, qui a voulu montrer. Et finalement, oui, on a besoin de ce genre de chef de famille. Mais imaginez déjà, ils ont déjà fait au moins plus de 4 jours à tirer justement cette histoire. Vous pensez que là, entretenir ce corps-là qui est assis et autour duquel on fait tout ce bouquin, est-ce que vous pensez que c'était... Enfin, la charge de l'entretien était pour qui? C'était pour les enfants. Donc vous voyez, on en fait un mythe, on en fait tout un travail, mais en réalité, il y en a qui se disent, c'est le moment, ces enfants-là ne viennent pas souvent nous donner de l'argent, c'est le moment de les rançonner, de leur créer des cérémonies. Il faut aller au village régulièrement. Non, et quand vous perdez un parent, on ne pourra pas vous faire ce chantage-là. On va pas laisser le service et aller tout le temps dormir au village. On ira au village quand il faut. Il y a les week-ends qui sont là, il y a les congés qui sont là. Vous avez aussi des choses à gérer aussi les week-ends aussi. Oui, pas tous les week-ends. Il y a toujours un moment qu'on a consacré justement à ce qui se fait en famille, au village. C'est important parce que quand vous n'y allez pas, et que c'est le décès du parent qui vous oblige maintenant à aller là-bas, ben, les gens vous accueillent en étranger, exactement. Et on traite exactement... Et c'est vous qui allez régler tous les problèmes du village, c'est normal. Est-ce que le décret de Patrice... Oui. Avant le décret, je pense qu'en partie, la religion islamique a régler ce problème. Vous voyez, lorsqu'il y a un décès, le plus important, là-bas, pour ce que j'ai observé, peut-être qu'il y a des problèmes à leur niveau aussi qui découlent de l'attachement de tel à tel, mais on fait l'inhumation sur le champ, dans les 24 heures au plus. Quelque part, écoutez, votre papa, il a passé 30 ans de sa carrière à trimer, etc., et tous ses revenus, c'est sur vous qu'il a investi. Il a pu vous aider à aller à l'étranger, à étudier, à gagner des diplômes, tout ce que vous voulez, à avoir un bon job là-bas. Et vous partez 2 ans et vous apprenez que votre père est décédé. Et avant que vous ne reveniez, c'est fini déjà. Il a déjà reçu sa tonne de sable à la figure et c'est fini, vous ne le voyez plus. Il y a un problème, non? Non. Pour la religion, qu'est-ce que la religion dit? On dit, quand quelqu'un meurt, on n'a que le corps là. Ce qu'il faut faire pour le voyage qu'il a entamé, c'est de prier. C'est pourquoi vous voyez, après l'inhumation, il faut une série de prières. 3e, 7e, 41e jour. Et c'est des prières sur des prières. Moi, je pense qu'il y a une communion qu'on a toujours entre
le parent couché, même si il n'est peut-être pas là, le corps couché, il y a toujours une communion qu'on a avec justement ce cadavre. Oui, c'est vrai. Et il retrouve ça dans la prière. Lorsque vous priez, vous sentez que son âme est en train de partir en paix, parce que après, dans l'au-delà, on nous apprend que le plus important, c'est la prière, les biens de ce monde, tout ce que nous venons manger. Lorsque nous mettons, on dit dress code, c'est du blanc, mais si on... ils sont tellement inspirés quand ça arrive. Quand ça arrive, tout ce que vous faites là, c'est rien du tout pour le défunt. Ce dont il a besoin, c'est la prière. Donc moi, je donne cet exemple-là. Je ne dis pas que, bon, ce que font les autres, c'est mauvais, mais chacun avec sa particularité. Mais je dis que ça règle en partie les problèmes de si. On appelle l'imam, on appelle celui qui s'en charge dans la zone, et on fait les prières, on l'enterre, le reste, on va à la maison, on en discute autour des chapelets, des tesbihs, et puis on fait des prières, et puis on s'en va. Donc je pense que au lieu, en lieu et place de ce que font les musulmans, on devrait de l'autre côté aussi oublier les guéguerres autour. Lorsque le cadavre est encore là, prier pour le défunt, faire vite les choses, et c'est même le souci du décret pris par le chef de l'État pour faire la transition, où on a fixé même le délai maximal pour pouvoir inhumer. Il faut l'autorisation et tout, mais est-ce que tout cela est respecté? Oui, vous aviez observé depuis que le décret a été pris, quelque chose a changé autour de vous? Non, moi je ne pense pas, parce que je sais qu'il y a encore des morts qui passent un bon séjour au niveau des morgues. Oui, vous voyez des gens qui paient des sommes colossales parce qu'on a laissé longtemps le corps à la morgue. Ça veut dire que... Vous imaginez, c'est-à-dire que moi j'ai assisté à un retrait de corps et ils ont compté 500 000 pour remettre... Ça veut dire que c'est plusieurs mois. Peut-être 5 à 6 mois. Et ça, c'est un manque à gagner pour 500 000. 500 000, oui. Et ça, c'est hormis ce que vous allez donner régulièrement au morguier pour bien entretenir le corps de votre défunt. Ouais. Vous y allez, c'est 2 litres de soda-bi, vous y allez, c'est un paquet de cigarettes par là, c'est 2000 francs, c'est 1000 francs, c'est 5000. Pour ceux qui sont bien choses, 10 000, 20 000 francs. Écoute, prends bien soin de mon papa et ceux de mon défunt et tout. Donc, quand vous faites le point, ça va à 500 000, ça va même parfois au-delà. C'est pour dire que les dépenses qui sont afférentes à cette affaire-là, c'est beaucoup. Et si on respectait le décret pris par le chef de l'État, c'est qu'on devrait, dans les 30 jours, en principe, se débarrasser d'un corps pour libérer l'espace. 30 jours, c'est raisonnable, en principe, en tout cas pour ceux qui ont envie de faire ce que j'ai appelé communion avec le parent défunt. Mais est-ce que vous avez remarqué que sur le terrain, les gens ont compris et que ça a changé? 30 jours, c'est très raisonnable à mon avis, et je pense que c'est ce qui est important. C'est vrai que certains ont, dans le temps, dès que la décision est sortie, j'ai entendu certaines personnes estimer que oui, si éventuellement nous avons un de nos parents qui est à l'extérieur, et un de ses enfants du moins qui est à l'extérieur, et qui devrait descendre, et dont la présence est obligatoire pour l'enterrement, et lui, il aura le temps de demander la permission là-bas, de descendre. Peut-être que c'est ça, avec tout le délai compris, on peut se retrouver à 2-3 mois avant qu'il ne descende. Quoi, pour une permission de 2-3 jours? Ça, c'est des estimations qui ont été faites, et j'ai entendu beaucoup de choses dans la période. Mais moi, j'estime que les 30 jours, le délai de 30 jours est assez raisonnable. Ça permet quand même à tous les enfants ou tous les concernés par cette personne qui vient de passer de l'autre côté du voile, de recevoir les hommages qu'il faut et autres, tout ça. Il y a certains qui respectent sérieusement. J'ai vu, dans le même temps où on estime qu'il y a certains qui ne respectent pas, récemment, j'ai vu certains qui l'ont respecté. Le monsieur est décédé dans un délai de 2 semaines, ils l'ont enterré, et puis ça s'est bien passé, très calmement. Ils sont allés au cimetière, ils ont pris toutes les autorisations comme cela se doit, et ils ont fait les obsèques comme cela se doit. Les gens sont venus, et en plus, ils ont insisté sur le fait qu'il n'y a pas de tissu spécial à prendre. Ils ont demandé à tous ceux qui veulent les assister d'être juste en blanc pour être en communion avec eux, puis c'est tout. Donc c'est un dress code qu'ils ont choisi. Et ceux qui ne veulent pas mettre du blanc ne sont pas obligés de porter du blanc. Donc ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Mais ceux qui veulent se sentir en communion avec eux, pas de souci, ils mettent du blanc. Peu importe ce que vous avez, peu importe la qualité du tissu. Et je pense que ça commence par prendre tout doucement. Mais c'est dans les villes, c'est dans les grandes villes. Dans les villages, c'est pas encore ça. Ah oui? Comment ça? Où on insiste pour que, soit pour ramener le corps au village, et là, vous aurez un traitement spécial au village, et là, on va vous dire,
La loi, c'est pour vous, qui êtes en ville. Mais ici, il y a la loi du village. Parce que la loi du village, on estime que oui, ce sont les cérémonies, la tradition et autres, tout ça. La loi qui est là-bas, c'est pour vous qui êtes en ville, c'est pour vous, citadins. Mais ici, voilà comment ça se fait depuis des temps immémoriaux de Mathusalem et consorts. Et quand vous ne respectez ça, c'est que vous êtes à l'heure. J'ai l'impression que c'est un test de plus, Franck. Non, bon, un test de plus, est-ce que nous sommes en train Parce de... Parce qu'on n'a pas comme une brigade qui veille à cela, qui va faire des tours, qui va faire le contrôle. Si votre parent meurt, c'est vous-même qui choisissez d'aller déclarer qu'il est mort. Et vous choisissez l'heure à laquelle il est décédé, vous déclarez le jour qui vous convient, etc. On n'a pas une brigade, du coup, chacun il va comme il veut. Oui, vous savez, quand on prend une loi, chacun essaie de la respecter ou de ne pas la respecter. Mais je pense que le moment vient où on va pouvoir dire, écoutez, nous appliquons cela sans réserve. Mais pour le faire, il faut garantir les conditions aussi. Vous savez, lorsqu'on aura pris des mesures pour sécuriser mieux les corps des défunts, lorsqu'on aura agrandi les morgues et tout, on pourra maintenant imposer tout cela aux populations. On pourra dire, écoutez, la loi, nous devons le décret, nous devons le respecter sans même hésiter. Mais lorsque il y a encore des problèmes à régler, même au niveau des autorités, il y a encore des problèmes à régler pour mettre en place les conditions de conservation des corps, et ça va poser un peu de problème. Parce que vous amenez votre parent à la morgue, on dit c'est dans les 30 jours qu'il faut, et bon, vous n'avez pas forcément les moyens où il faut rassembler ceux qui doivent dépenser véritablement pour enterrer, lui dit, bon, je n'ai pas encore le temps d'arriver, vous avez des frais à l'extérieur, mais je pense que la loi vous donne l'autorisation de proroger, je crois, ce délai-là, d'écrire et d'énumérer. Mais c'est sur avis. C'est sur avis, d'énumérer les raisons pour lesquelles vous demandez le prolongement du séjour du corps de votre défunt à la morgue. Donc, la loi a été flexible, a été un peu ouverte. On ne devrait pas assister à sa violation. Mais bon, sur le terrain, je pense qu'il faut du temps pour que ça prenne. Mais la brigade dont vous parlez, c'est très important. Pour faire le tour et dire, voilà, tel corps est venu à tel moment, appelez les parents pour leur dire, dans 2-3 jours, de venir chercher leur corps. Loïc, on va finir. La brigade serait très bien, c'est vrai. Mais l'homme étant ce qu'il est, nous aurons toujours des contournements de la loi. Je vais vous expliquer. Vous savez, il est arrivé des moments où nous avons vu des corps post-datés à cause de cette décision-là. Carrément, hein? Oui, ça arrive. Parce que les parents viennent, ils estiment que, bon, nous ne sommes pas encore prêts. Écoutez, on soudoie simplement, soit l'administration funéraire ou bien des gardes, des éléments qui sont là. Peut-être que l'administration n'est même pas au courant. Parfois, c'est des éléments de la pompe funèbre qui sont du funérarium qui sont bien intéressés, bien mouillés. Et rapidement, le 5 mars, ça peut se transformer très rapidement en un 17 mars ou bien en un 25 avril, ainsi de suite. Et puis, bon, vous savez, quand le chiffre change, l'incidence du chiffre aussi change en même temps. Donc, vous comprenez, ça arrive. Les gens vont toujours chercher à contourner les lois. Regardez les lois sur le code routier, sur tout ceci, sur la bonne gestion, la bonne gouvernance. Elles ont toujours été violées. Il y a toujours certains qui ont ce goût, c'est en fait cet amour l'homme a tendance à toujours violation des lois. L'homme est naturellement... Exactement. D'où l'importance de la brigade dont vous avez parlé. Mais cette brigade, comment doit-elle constituer, quelle sera réellement sa force de persuasion? C'est ça le plus important. Si cette brigade, elle est bien faite et qu'elle a vraiment les armes pour contrôler comme cela se doit, il ne faut pas construire une brigade budgétivore inutile qui ne sert à rien. Parce que si la brigade ne peut pas être efficace dans ses contrôles, elle ne servirait absolument à rien. Là, on ne peut que s'en remettre à la bonne conscience de chacun. Les gars, merci. Merci. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu-Matin. Merci d'avoir été là. Très bonne journée. Bonjour mesdames et messieurs.
Des journaux parus ce matin, quelques-uns ont choisi de consacrer leur une au patriarche Nicéphore Dieudonné Soglou, qui, en dépit du fardeau de l'âge, s'est offert ces dernières semaines quelques descentes remarquées sur le terrain. Le matinal nous révèle que l'ancien homme d'État est allé découvrir le centre hospitalier international de Calavi dans l'après-midi de ce lundi 31 mars 2025. À l'issue de cette descente qui fait suite à celle effectuée à la GDIZ et à la cité nouvelle de Ouedo à Abomey-Calavi il y a quelques jours, le premier président de l'ère du renouveau démocratique a reconnu la qualité de l'ouvrage. Au terme de cette visite ici, je suis heureux et impressionné parce que notre pays est arrivé à se doter d'un minimum pour ce qui concerne la santé de ses habitants. On avait évidemment le centre qu'on avait baptisé du nom du premier président, Hubert Maga. On voit que le temps a évolué et que cet hôpital est à la hauteur des besoins modernes. Alors que le matinal se contente d'un fidèle rapport de cette sortie médiatisée du Monument national, Fraternité opte pour une dissection de ce néo-activisme de l'homme et relève que Nicéphore Soglou rend des hommages à la vision du président Patrice Talon. Le quotidien de Menontin assimile la démarche à une reconnaissance des efforts consentis par l'actuel gouvernement pour positionner le Bénin sur la voie du progrès. Toutefois, pour Fraternité, ces visites peuvent également être perçues comme une démarche d'évaluation et de positionnement politique de la part du patriarche. De son côté, Matin Libre s'intéresse à la présidentielle de 2026. Le Canard note qu'à quelques 12 mois de ce rendez-vous électoral, aucune formation politique n'est encore en mesure de lever un coin de voile sur la désignation de son duo de candidats. Avec ce délai de plus en plus court qui ne donne plus assez de marge de manœuvre à ces formations politiques, il n'est plus nécessaire de compter sur elles pour un processus consensuel de désignation, déplore le quotidien qui précise qu'alors que le chef de l'État veut demeurer au centre de la désignation de son dauphin, ses adversaires politiques ne donnent de leur côté aucun signe sur les contours de leur participation. Sur la question, Dynamisme Info alerte le parti d'opposition, les démocrates, sur l'importance d'éviter le choix d'un duo commun avec la mouvance. Pendant ce temps, 2 hauts cadres de la mairie de Porto Novo sont dans de mauvais draps. Selon un rapport établi par l'emblème du jour, la secrétaire exécutive et la responsable des affaires administratives et financières sont exclus par l'autorité de régulation des marchés publics de la commande publique pour une durée de 5 ans à compter du 31 mars 2025. Il leur est reproché un fractionnement des procédures en seuil de dispense. Dans le secteur éducatif, Cotonou se dote d'un outil novateur, le bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable, BCP-ODD4. Depuis vendredi dernier, l'outil est mis au service des élèves, lycéens, enseignants, parents, usagers, prestataires et acteurs clés de la ville de Cotonou par le ROD. Il nous appartient désormais d'en faire un outil vivant, une référence pour l'action et une boussole pour la mise en œuvre de politiques éducatives, inclusives et performantes au niveau local, a déclaré la présidente de l'organisation. En France, Marine Le Pen est précipitée dans la tourmente par une décision judiciaire. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict dans l'affaire de détournement de fonds publics dans laquelle est impliquée la présidente du Front National. Lundi 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables avec un bracelet électronique, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Fin de la revue de presse de ce mardi 1er avril 2025.